Encore un rendez-vous à tenir ce matin à vos côtés, chers lève-tôt de Bonjour le Bénin. Recevez mon profond respect en ce jour du 11 avril 2025. D'au matin à vous, ponctué d'excellents moments de qualité en notre compagnie. Nous sommes déjà bien en place pour vous servir. Et vous le savez, chaque jour à vos côtés est un cadeau. Christelle, vous validez ou pas? Bonjour Christelle. Absolument, bonjour Rachida Biomomo. La vie en elle-même est un cadeau, n'est-ce pas? Merci Christelle. Patrick Diossou, bonjour. Bonjour Rachida Biomaman, bonjour Christelle. Bonjour, elle a Patrick. tellement bien dit que je préfère dire Ediacho, ce qu'elle a dit. Ediacho, exactement. Allez, Aziz Adam Soulé, bonjour. Bonjour à vous Rachida. Le tout nouveau sur ce plateau. C'est un plaisir Ça de fait partager plaisir ce plateau avec vous. de vous recevoir, vous intégrer cette équipe avec vous tous les vendredis. Les rendez-vous culturels, les nouvelles sorties musicales également, n'est-ce pas? Exactement, tout le plaisir est mien. On vous retrouve dans un moment. Alors, chers amis téléspectateurs, ce matin, on parle de quoi? On parle de promotion d'événements. Le cinéma béninois, il faut le savoir, accueille un nouveau film. Demain, samedi 12 avril, c'est l'avant-première d'un chef-d'œuvre intitulé Sous le ciel partagé. Le scénariste et réalisateur du film, Rotimi Abiala, sera avec nous ce matin. Découverte donc dans un moment. L'autre chose que nous allons découvrir également sur Bonjour le Bénin, c'est Savalou, la belle Savalou, aux cités méconnues. Savalou, une belle commune située en plein cœur des collines. Ses traditions et sa situation géographique lui confèrent son nom célèbre de Savalou la belle et elle regorge de nombreux points d'intérêt touristique à découvrir. Laissons-nous aller ce matin à une visite guidée matinale aux bons soins de Virgile Denayon, expert en politique touristique. Un voyage à ne manquer sous aucun prétexte. Et sur le forum de discussion de ce jour, on s'intéressa, chers amis téléspectateurs, aux violences faites aux hommes. Si les violences habituelles subies par les femmes sont devenues, il faut le dire, plus visibles ces dernières années, celles qui frappent les hommes demeurent encore tabous. Les victimes masculines sont moins nombreuses, mais bien réelles, et on en parle ce matin. Comment briser ce tabou? Retrouvez-nous à 8h sur le débat et opinez de votre côté sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, également WhatsApp. La question du jour, elle est celle-ci. Pourquoi les hommes victimes de violences conjugales ont du mal à en parler? N'est-il pas temps de briser les tabous? Voilà donc la question de ce jour. Et pour finir, l'artiste du jour a pour nom Osiris. Et c'est un rappeur qui nous vient tout droit de Parakou. Il viendra nous parler de son dernier son sorti il y a tout juste une semaine. Voilà le menu de ce matin. Allons maintenant au bulletin d'information avec Ediacho, Christelle Tongodo. Je vous retrouve juste après. Plaisir de vous retrouver. Bonjour, bienvenue au bulletin d'information. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu hier jeudi une délégation du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin, conduite par le pasteur Michel Alokbo. La délégation est allée échanger avec le président de la République sur plusieurs sujets d'intérêt national. Les précisions avec le chef de la délégation au micro de Marcel Arossi et Jean Nombimet. Vous savez, la multiplicité d'églises, de communautés religieuses qui existent au Bénin. Et nous voulons aider le gouvernement de Patrice Talon à mettre de l'autre. Et nous sommes très heureux parce que le Conseil des ministres a travaillé sur ce projet de loi cadre. Nous avons parlé aussi de la question de la laïcité et nous avons fait des propositions afin qu'un contenu soit donné à la laïcité au Bénin. Nous avions féliciter le chef de l'État pour les réconciliations, les médiations qu'il a entamées et qu'il a réussi. En l'occurrence, la médiation avec les méthodistes. Il a entamé une médiation avec l'église de Christianisme Céleste. Nous l'avions parlé aussi de l'église des Chérubins Séraphins qui est en recomposition. Il a donné son feu vert pour aider à régler les conflits qui subsistent au niveau des confessions religieuses du Bénin. Et nous sommes vraiment heureux de voir que c'est un président qui est à l'écoute. On a demandé au chef de l'État, parce qu'il y a deux composantes du cadre de concertation qui se sont retirées. La communauté méthodiste, la communauté musulmane.
il a promis de faire tout possible pour reconstituer le cadre, parce que c'est un médiateur. Il a démontré sa force de médiation. Et du palais de la Marina, on prend la direction de l'hémicycle. 3 mois d'intenses travaux pour examiner et voter 18 lois. C'est parti pour la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2025. Elle a pour enjeu d'assurer d'une meilleure adaptation du cadre légal aux défis contemporains, qu'ils soient d'ordre économique, social ou environnemental. Le président du Parlement panafricain est l'hôte de la cérémonie d'ouverture, Yves-Patrick Loko, Michel Egbe. C'est à 9h56 que le président du Parlement a fait son entrée au palais des gouverneurs. Louis Vlavonou a reçu les honneurs militaires. Il fera son apparition à 10h14 au sein de l'hémicycle après un tête-à-tête avec le président du Parlement panafricain. C'est la fin des vacances parlementaires. Une autre année s'éveille, selon le président de l'Assemblée nationale, qui a demandé la lecture des articles 85 et 87 de la Constitution béninoise qui régissent l'ouverture d'une session parlementaire. Le péril djihadiste, les élections à venir en 2026 ont constitué notamment l'ossature de l'intervention du primus inter pares du Parlement béninois. Il a remercié le président du Parlement panafricain dont les propos ont consisté à saluer la vivacité de la démocratie béninoise. Je voudrais une fois encore saluer votre leadership visionnaire ainsi que vos exceptionnelles qualités d'apôtre de la paix et de l'unité au service de l'intégration et du développement économique durable de notre continent. Aussi me paraît-il légitime que vous soyez très préoccupés, tout comme tant d'autres observateurs étrangers, et nous-mêmes d'ailleurs, les principaux concernés par la situation que traverse actuellement la sous-région ouest-africaine. 95 députés ont répondu présents à cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2025. Je voudrais par ailleurs saisir cette occasion pour vous donner l'assurance, s'il en était encore besoin, que la République du Bénin, qui a fait de son attachement à l'intégration régionale et sous-régionale et des piliers fondamentaux de sa politique extérieure, ne ménage et ne ménagera aucun effort dans la recherche de solutions à cette crise diplomatique majeure. Une vingtaine de dossiers qui seront probablement complétés seront examinés au cours des séances. À la fin de la cérémonie d'ouverture de cette avant-dernière session ordinaire de la 9e législature, les députés apprécient les interventions du président de l'Assemblée nationale et de son hôte, suivant les réactions au micro de nos correspondants au Parlement. Je tiens quand même à féliciter le président du Parlement béninois, que je dis et je le répète, qu'il a eu à faire un discours d'apaisement. Et je pense que ça serait le début d'un processus qui, durant les quelques mois qui nous restent, le début d'un processus qui va toujours continuer pour qu'on puisse dire oui, c'est le Bénin qui compte. Ce qu'on a vu ce matin, c'est carrément un enseignement. Le président panafricain, il a fait un discours formidable, chargé d'enseignement, puisqu'il a été clair, on n'est pas de l'opposition pour s'opposer à tout. Par rapport à l'adresse au discours du président de l'Assemblée nationale, je crois que c'est un discours qui rassure. Et c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous disons tout le temps. Un discours qui rassemble, un discours qui, en fait, d'un père de famille. L'attitude du président est une attitude qui, en fait, montre effectivement que tout ce que nous disons est prise en compte. Par rapport à l'intervention du président de l'Assemblée nationale, comme à son habitude, il nous a appelé à beaucoup de responsabilités et de penser à notre engagement vis-à-vis de ce peuple. Il y a une vingtaine de dossiers qui sont à l'ordre du jour. Il y a beaucoup de travail et moi je suis convaincu qu'avec notre détermination collective, nous allons progresser efficacement. J'ai été impressionné par le fait qu'il a reconnu que la démocratie béninoise est reconnue au plan africain et même à l'international. C'est-à-dire que le président Patrice Talon et son gouvernement ainsi que les députés se battent de jour et de nuit pour hisser le nom du Bénin.
Tout ce que le président a dit, ça nous concerne et ça nous demande de redoubler d'efforts pour bien travailler. Nous nous réjouissons de la présence du président du Parlement africain qui, dans une belle intervention, nous a dit au plan, on va dire, africain, ce qui se fait déjà, et nos préoccupations, nos intérêts, nos défis que nous défendons déjà au plan local, c'est-à-dire l'emploi, la démocratie, on va dire l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire, la gestion des politiques de genre et surtout la politique aussi en matière de démocratie. Pour le président de l'Assemblée nationale, je crois que ça a été un discours fort simple et ce que je retiens de ça, c'est la nécessité que les pays frontaliers s'unissent pour lutter contre le djihadisme, pour lutter contre le fléau, le terrorisme qui mine notre pays dans le nord du Bénin. Donc il faut toujours une opposition constructive. Il a insisté sur ça. Autour maintenant du président de l'Assemblée nationale pour nous donner un avant-goût des dossiers en instance que nous allons aborder dans les jours à venir. En l'occurrence, le règlement de l'Assemblée nationale, c'est un dossier qui dort là il y a longtemps, il faut l'évacuer, il faut finir avec ça. Il y a le code du numérique aussi, qu'il faut essayer de modifier certains aspects. Et il a aussi insisté sur le fait que nous sommes pratiquement à la veille des élections. Donc il y a le code électoral. Il ne faut pas que les parlementaires eux-mêmes arrivent à violer encore le code. On est à l'Assemblée nationale et on y reste. Les actuels députés vont-ils pouvoir se rendre à des plénières dans le tout nouvel hémicycle à la fin de la 9e législature? La remise du nouveau siège, des clés du nouveau siège du Parlement est annoncée pour fin décembre 2025. Où en sont les travaux à moins de 8 mois de l'échéance? L'ancien président Nicéphore Soglo a désormais la réponse après un tour sur le chantier. C'est une étape de sa visite des infrastructures achevées ou en cours de réalisation à Porte-Novo. Des années en arrière, l'idée d'une route 2x2 voies entre Sema et Porte-Novo relevait presque du rêve. Aujourd'hui, ce rêve prend forme. Le chantier avance, donnant peu à peu naissance à une infrastructure moderne et structurante. En visite à Porte-Novo pour constater de visu les actions du gouvernement de Patrice Talon, l'ancien président Nicéphore Soglo fait une halte sur ce tronçon emblématique. C'est fantastique. Alors là, franchement... Direction ensuite le site de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. À son arrivée, le regard du nonagénaire s'illumine. L'ancien chef d'État, visiblement impressionné, mesure l'envergure de ce chantier. Je suis impressionné par ce que je vois. Il fallait que je vienne voir le nouveau site de l'Assemblée pour que le pays puisse savoir exactement ce qui se fait. Parce que nous avons tellement souffert dans le passé. Ça abrite l'hémicycle. Oui. Les bureaux des députés, les salles de commission. D'accord. Et il y a d'autres bâtiments annexes. Vous avez le bâtiment satellite, oui. Le bâtiment caserne, une salle polyvalente. Cette descente de terrain de Nicéphore Dieudonné Soglo vise un objectif clair. Évaluer lui-même l'impact réel des grandes réformes et projets d'infrastructure portés par le président Patrice Talon. Cette renaissance, vraiment, il faut le faire voir et le faire savoir. Et donc, c'est pour ça que je suis sorti depuis quelque temps, pour montrer au peuple en disant, à côté des choses évidemment qu'il faut corriger, il y a des travaux qui sont en cours de transformation de l'économie de notre pays, de sa modernisation. La visite s'est également étendue à d'autres symboles forts du développement en cours. La cité administrative. Je viendrai quand ce sera terminé et on va, si je suis encore en vie, parce que 94 ans quand même, je ne suis pas un jeune homme. Et le musée international du Vaudon, témoin d'un nouveau visage que veut se donner la capitale béninoise.
Cap à présent au cabinet de la vice-présidente de la République. À son cabinet, Mariam Chabi Talata s'est entretenue avec la vice-présidente de la Banque africaine de développement et la nouvelle ambassadrice de la République de France au Bénin. Jules Akoykou et Blaise Adampo nous proposent d'écouter les deux hôtes de Mariam Chabi Talata à leur sortie d'audience. Vous savez que la banque a accompagné le gouvernement dans plusieurs plans de développement et aussi le gouvernement de Bénin aussi soutient fortement la banque, tout ce que nous faisons. Et c'est très important pour moi, étant que la vice-présidente, de venir de temps en temps pour échanger avec notre pays, pour les encourager. Aussi, j'ai apporté le message pour dire que la Banque africaine de développement est toujours prête d'accompagner le gouvernement dans le plan de développement social et économique. Cette visite auprès de Madame la vice-présidente était une visite de courtoisie. Je n'avais pas encore eu l'occasion de la rencontrer dans un cadre formel et nous avons longuement échangé sur la coopération et le partenariat entre le Bénin et la France, les différents secteurs, notamment la formation professionnelle. Nous avons également abordé la question des droits des femmes. Et puis, bien évidemment, nous avons abordé sa deuxième casquette de grande chancelière et sur les ordres nationaux au Bénin. Et elle nous a informé des derniers changements, de la création de plusieurs ordres nationaux et également sur une innovation dans le cadre des cérémonies de remise des insignes. Échange dense, fructueux, très intéressant. Et Madame la vice-présidente m'a invité à participer sans doute en septembre prochain, à aller à la fête de la Ganie à Niki, à ses côtés pour célébrer la vice-reine et le roi de Niki. Et donc j'espère vraiment la retrouver à cette occasion dans les prochains mois. On prend la direction du département du Borgou où le ministre conseiller des enseignements maternels et primaires, Paulin Gbenou, est allé constater de visu le fonctionnement des cantines scolaires dans plusieurs écoles de la commune de Ndali. Entre visite de courtoisie et inspection de terrain, il évalue les réalités du dispositif mis en place pour garantir un repas chaud aux écoliers. Reportage Olviga Messan et Enoch Rumpati. En mission d'inspection, le ministre conseiller des enseignements maternels et primaires débute par une visite au préfet du Borgou avant d'évaluer le fonctionnement des cantines scolaires sur le terrain. C'est le maire de Ndali. Observateur attentif, Paulin Gbenou passe chaque détail au peigne fin, fidèle à la vision du président de la République. Quel est l'effectif de l'école? Partout, il est accueilli chaleureusement. Enseignants et parents expriment leur gratitude pour l'instauration des cantines scolaires. Vraiment, on ne sait pas quoi dire. La cantine scolaire, nous les parents, ça fait qu'on ait moins de dépenses dans nos maisons. S'ils viennent à l'école, ils mangent correctement, ils étudient correctement. Même si ces parents ne sont pas à la maison, au moins ils vont encore se retourner à l'école. Les résultats ont changé aussi. Là, nous remercions le gouvernement. Mais à l'heure du repas, le constat n'est pas toujours reluisant. Le ministre déplore par endroits la quantité des mets servis aux enfants. Ah, monsieur le maire. Oui. Le même problème dans les écoles d'ici. Regardez. Quand nous sommes arrivés dans la commune de Ndali, on a applaudi que les vivres sont très bien sécurisés partout dans les magasins de stockage. Chaque enfant a droit à une ration qui doit équivaloir à 193 grammes par jour. Nous avons le maïs, on a l'huile, on a le riz. Il nous reste quoi? Que du condiment, non? Si la communauté s'organisait pour faire un jardin dans lequel on aurait de la tomate, du piment, diverses sortes de légumes, on a du gombo. Est-ce qu'on serait appelé encore à faire de petites cotisations pour acheter les condiments? La tournée s'achève par une séance de travail avec le syndicat de la direction départementale. Ici, le ministre conseiller prend note des doléances et promet un suivi auprès du ministre de tutelle.
Retour sur cette descente du ministre Modeste Kérékou dans les locaux du Fonds de développement de l'artisanat. C'est une visite qui intervient dans le but de faire le point du niveau d'achèvement des réformes et des mesures apportées. Reportage Alexis Kenom à Nouadhadja. L'accueil chaleureux qui a ponctué la descente du ministre Modeste Kérékou et la séance de travail mettant face à face le staff ministériel et l'équipe dirigeante du Fonds de développement de l'artisanat FDA ont convaincu l'autorité au vu des résultats. Ce qui a changé depuis les tests de statut, une de vos activités phares, notamment le Salon national de l'artisanat du Bénin, dont l'organisation a été totalement rénové et qui est passé d'une organisation annuelle à une biennale. Créé par un décret le 4 août 2017, le Fonds du développement de l'artisanat est comme un mécanisme de financement et d'accompagnement des artisans béninois. Le fonds est souvent sollicité pour appuyer diverses activités. Là, dans notre PTA, une ligne a souvent été dédiée à l'appui de ces initiatives-là du secteur et pour la participation des artisans aux foires et aux salons. Depuis 2023, cette ligne a été davantage renforcée au point d'engranger comme résultat l'accompagnement de 39 initiatives privées pour toucher 4 596 entreprises artisanales. En 2024, on est passé à 42 initiatives privées pour appuyer les interventions avec à la clé 5 313 entreprises artisanales bénéficiaires. Le FDA, la CMA peut acheter des stands, peut sélectionner des artisans. Si un artisan va de ses frais parce qu'il est informé de tel ou tel salon, pas de problème. Mais un artisan qui est envoyé par la CMA, le FDA, le ministère, l'État, doit être un artisan avec des produits d'un certain niveau de finition. C'est la toute première fois que le FDA accueille son autorité de tutelle. Le ministre a formulé certaines recommandations, notamment celles liées à la constitution d'un fonds d'œuvre artisanal afin de rendre pérennes les acquis du Fonds de développement de l'artisanat. Et ce bulletin d'information sur FM, je vous remercie de l'avoir suivi. Merci Christelle Ejiacho Tongodo, merci de l'avoir présenté. On se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? Toujours sur Bonjour le Bénin. Bonjour le Bénin. Allez, qui se poursuit ici? Vous vous en allez. Nous, on poursuit en plateau à présent. L'heure est venue pour nous de feuilleter un peu les journaux, quelques-unes dans un instant. Bonjour Marcel. Rachidat, bonjour, bonjour à tous. Comment tu vas? Très bien, merci. Alors, pour nous et pour nos amis téléspectateurs, vous avez feuilleté les journaux et quelques manchettes, quelques-unes à relayer. Voici donc à la une des quotidiens parus et parvenus à notre rédaction ce 11 avril 2025, les titres qui pourraient nous intéresser à la une de la presse nationale, disais-je. Nous démarrons aujourd'hui par le quotidien L'emblème du jour, conférence sur l'impératif de la bonne gouvernance. Djokbenou fait salle comble, c'était au Champ d'Oiseaux. L'événement précis, nouvelle descente de l'ancien président sur le terrain. Soglo séduit par les réalisations de talents à Porto Novo. C'est fantastique, déclare l'ancien président. La modernisation de notre pays se poursuit, se réjouit l'ancien président à Porto Novo. La Croix du Bénin, conformité des instruments de mesure au Bénin, les consommateurs soupçonnent l'arnaque. Le matinal, visite des infrastructures réalisées sous Patrice Talon. Soglo, une démarche pédagogique au service de l'engagement politique. Yahi doit aller à cette école, affirme le matinal. Médiation à l'église du christianisme céleste, toujours avec le matinal. Talon au domicile de Oshofa. La Nation, quotidien de services publics, taxe douanière de Donald Trump, les implications économiques pour le Bénin. Audience au palais de la Marina, plaidoyer pour une loi spéciale pour les confessions religieuses. Bénin intelligent aujourd'hui, élection générale de 2026. L'enjeu, c'est le Bénin. Vlavonou invite à l'apaisement.
Matin libre, critique contre le régime de la rupture. Azanaï l'intouchable, c'est une exclamation à la une de Matin libre. Après 8 jours de garde à vue à Voyant, Wilfried Apollinaire libéré, mais sous convocation. Matin libre. Le meilleur aujourd'hui, ouverture de la première session ordinaire de 2025 à l'Assemblée nationale. Le président du Parlement panafricain honore la cérémonie de sa présence. Promotion du dialogue interreligieux et renforcement de la cohésion sociale au Bénin. Le président Patrice Talon échange avec le cadre de concertation des confessions religieuses. Le pays émergent, l'appel à l'union du président Louis Gbahounou-Vlavonou face aux défis sécuritaires dans la sous-région. Le président du Parlement panafricain plaide pour une Afrique parlementaire encore plus forte. La nouvelle tribune. Aujourd'hui, ouverture de la première session ordinaire au Parlement, les enjeux et défis au cœur des préoccupations. L'économiste du Bénin, coopération institutionnelle, la CDC Bénin et la PBF scellent un mémorandum d'entente. BRVM Investment Days à Londres, présentation de l'importance de la finance islamique en Afrique. Fraternité, bilan des 9 ans sur le plan éducatif avec le gouvernement de Patrice Talon, entre espoir, réforme et réalité de terrain, cantine scolaire, un investissement colossal pour le bonheur des enfants. Le Soleil Bénin Info, après 9 ans de gestion rigoureuse au sommet de l'État, l'honorable Gansset tresse des lauriers à Talon. C'est à la une du quotidien Soleil Bénin Info. Voilà pour les titres et la revue de presse dans un instant. Allez, je ne vous retiens pas plus, Marcel. Je retrouve, on va dire, en toute fin d'émission, n'est-ce pas, pour des informations un peu plus détaillées. Allez, merci. Marcel, à tout de suite. C'est la rubrique bien-être familial. À présent, on reçoit notre coach bien-aimé Fulgence à Ouangounou. Avec lui, on fait le bilan du programme d'action familiale. Où en sommes-nous? Voici la rubrique L'invité. Bonjour coach Gbetoro. Bonjour Madame Rachidat et bonjour à toutes les familles béninoises. Comment allez-vous? Ça va bien? Super bien. Allez, allô, tchéké Kabi. Normal. On parle souvent les vendredis du programme d'action familiale, le PAF, comme vous avez si bien l'appelé. Alors, au bout de quelques mois ou quelques années d'expérimentation, où en sommes-nous, coach Gbetoro? Oui, ça fait déjà plus d'1 an qu'on parle du programme d'action familiale. Les retours que j'ai du moins, nous confortent dans cette position que la notion de management de la famille doit être conçue, élaborée, préparée et aussi faire des bilans pour de meilleurs résultats. Je vous disais déjà, c'était l'année passée, c'est un ami qui a suivi le PAF, qui a fixé ses objectifs, qui m'a dit, moi ça m'a permis de construire ma maison, c'est un jeune comme moi, il a construit à ses projets, il a dit, moi j'ai pu réaliser, et depuis un bon moment, l'ami me disait qu'il conseille quand même aux uns aux autres d'avoir des objectifs dans notre vie de famille. Ce n'est pas seulement dans l'environnement professionnel que nous devons avoir un programme, mais de plus en plus, nous parlons de management de vie de couple. Et nous disons que la famille, les différents compartiments de la famille doivent avoir un objectif et doivent pouvoir s'évaluer au fur et à mesure. Les parents, nous parlons d'objectifs de vie de couple, de l'objectif des investissements, parce que lorsqu'on est en couple, on va décider d'investir, d'avoir une moto, une voiture, de construire une maison, c'est cher pour les Béninois et les Béninoises. Et après aussi, nous parlons de nos enfants, parce que dans la famille, il y a les enfants, de leurs objectifs scolaires. Et vous savez déjà que nous avons déjà fait un bilan pour les enfants du 2e trimestre. On a des objectifs du 3e trimestre pour chaque enfant. Ainsi, donc, quand on a ces objectifs, on a une capacité à anticiper, à prévoir et à se dire, voilà le challenge. Chacun a ses challenges dans la famille. Les parents ont les leurs, les enfants ont les leurs. Et comme nous sommes dans l'approche par capacité, qui dit quoi? Le succès dans l'action. Je dis bien le succès dans l'action. Si nous passons à l'action dans nos familles, il n'y a pas de raison. Alors, qu'est-ce qu'on retient, coach Gbetoro? C'est un guide pratique qui, au fil des mois, a aidé pas mal, n'est-ce pas, pas mal de familles
à avoir une direction donnée, à donner un cap, un nouveau cap à leur vie de famille? Bien évidemment. Vous savez, nous sommes actuellement, on a fini le premier trimestre pour la nouvelle année. On a fini le premier trimestre et il est important quand même d'avoir un bilan à mi-parcours. Et dites-vous que le programme d'action familiale que nous avons, ce n'est pas une vue de l'esprit. Yeah. Nous sommes dans le coaching. Le coaching, c'est l'action. Et il y a un outil. On l'a plusieurs fois présenté ici. Et dites-vous déjà qu'il y a des structures qui ont compris aujourd'hui que c'est vrai, nous voulons des résultats personnels, mais qui ont engagé tous ceux qui y travaillent dans des cours de management de vie de couple. Parce qu'ils se disent, si nous assurons une bonne qualité de vie de couple, pour ceux qui travaillent chez nous, c'est que nous allons créer une prédisposition pour eux. Il y a des structures, il y a des ministères, il y a des structures que je ne vais pas encore citer ici, qui ont compris, d'autres vont venir, parce que le programme d'action familiale, ce n'est pas une vue de l'esprit, il y a un outil qui permet de rendre ça possible. Le coaching, ce n'est pas on va venir dire non, ça là, tout le monde peut faire ça. Concrètement, nous en sommes à quelle étape? Concrètement, nous sommes au niveau du bilan d'étape 1. Le bilan d'étape 1, c'est quoi? Est-ce que chacun a pu fixer ses objectifs? C'est vrai, on a fait le premier trimestre, mais je suis venu rappeler à toutes les familles du Bénin, est-ce qu'autant que nous sommes, nous avons déjà fixé notre objectif dans la vie de couple? Parce que vous voyez, les crises surviennent dans le couple. Et c'est vrai qu'on peut tout prévoir, mais il peut y avoir des crises. Mais lorsqu'on anticipe, on a une capacité aussi à anticiper sur les crises. Parce que votre objectif de vie de couple, c'est ce que nous allons faire en tant que partenaire pour vivre dans la joie. Notre objectif des investissements, c'est quoi? Dans quoi allons-nous investir en 2025? Je suis venu ce matin rappeler à toutes les familles béninoises, avez-vous déjà fixé votre objectif? Avez-vous déjà élaboré votre programme d'action familiale? C'est extrêmement important parce que chaque famille est notre pays en miniature et nous avons dit que si nos familles se portent très bien, le développement qui est en cours sera sur les roulettes. Et elle dit que l'indice du bonheur familial influence le programme, le PIB. Je l'ai souvent dit, l'indice du bonheur dans nos différentes familles influence le PIB du Bénin, ainsi de suite un peu partout dans le monde. Alors je suis venu nous rappeler, chers parents, chères familles, avez-vous déjà élaboré vos objectifs? C'est important d'avoir un challenge, c'est important d'avoir un objectif, des buts, c'est important d'avoir un rêve. Quel est votre rêve pour 2025? Dans votre vie de couple, en termes d'investissement et pour vos enfants, c'est important. Nous voulons voir nos enfants réussir et quand on va leur apprendre à avoir des objectifs, nous aurons des hommes et des femmes de qualité qui seront prêts pour le développement du Bénin, qui a commencé et qui continue. Et en cela, le PAF est un guide vraiment pratique et très efficace. Je l'ai, moi, déjà. Qu'attendez-vous aussi pour l'avoir, chers amis téléspectateurs? C'est assez intéressant, bien outillé, bien documenté. Ça évite d'aller dans tous les sens. On sait exactement où on veut aller. On définit ensemble les objectifs et forcément, parce qu'on est discipliné, parce qu'on est méthodique dans ce qu'on fait, on y arrive forcément. Merci, coach, pour ce rappel matinal. Pour finir, permettez-moi de dire rapidement que le PAF, c'est le PAG de chaque famille. Et pour finir, je vais dire merci. Je vais saluer le préfet du Borgou qui suit cette émission, qui est attaché au bien-être familial. Je lui dis bonjour. Assez sympa, d'une humilité incroyable. Indescriptible. Très efficace. Je vous assure, je lui dis bonjour ce matin à tous les autres. Merci, coach Fulgence Sarwangono. On vous retrouve tout à l'heure sur l'heure du débat. On retrouve Patrick Diossou avec ses invités, bien entendu. Mais avant, permettez-nous d'écouter un peu de musique, puisque nous sommes vendredi, vous le savez. On se détend, c'est le dernier jour de la semaine de travail, donc on se lâche. Je vous propose ici de suivre Patrick Diossou, le tout dernier son de l'artiste Fanico. Le titre, Origine. Allez, chers amis téléspectateurs, le cinéma béninois accueille un nouveau film, Patrick Diossou, et c'est demain l'avant-première de ce chef-d'œuvre intitulé Sous le ciel partagé, n'est-ce pas? Oui, Sous le ciel partagé, c'est un film produit par un Béninois bon teint qui s'appelle Rotimi Abiala. C'est le scénariste et le réalisateur de ce film. Oui. Et ce n'est pas qu'il est réalisateur en l'air, il a fait la formation de réalisateur, il a fait la formation de scénariste, il a fait la formation de producteur. Et c'est une formation complète. Rotimi Abiala, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est moi, je vous remercie. Oui. Alors, Rotimi, comment ça va? Ça va super bien. Ce film, Sous le ciel partagé, on l'attendait depuis. Ça a été annoncé depuis pratiquement un semestre.
Non. 3? Non. Depuis un mois, la communication a commencé. Ah, d'accord, ok. Ouais. Depuis un mois. Depuis un mois, oui. Bon, alors, Sous le ciel partagé, qu'est-ce que c'est? Sous le ciel partagé, c'est un long métrage. C'est une histoire vécue. En fait, c'est une histoire qui continue en fait de nos jours. C'est le vécu de nos parents cultivateurs et peu transhumants. Oui. Donc, ils vivent sous le même ciel et il y a beaucoup de choses qui se passent sous le ciel partagé. Et sous ce ciel partagé, vous avez voulu qu'on puisse retracer toute l'Afrique et particulièrement le Bénin. Oui, surtout le Bénin en ce qui concerne le vivre ensemble et ces conflits qui à des moments donnés entre deux ethnies et qu'on n'arrive pas à comprendre les raisons, les causes. Oui. C'est ça le sous le ciel partagé. Sous le ciel partagé donne des solutions ou bien c'est juste exposition de ce qui se passe? D'abord, sous le ciel partagé informe et donne des solutions et permet de savoir en fait ce qui se passe réellement avec nos parents cultivateurs et nos parents Kpel. Oui. Et vous avez pu faire le casting comment? Parce que on a pu retrouver des visages qui semblent bien connus et des visages qui ne sont pas du tout connus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous avez fait un casting sur le plan de tous les acteurs du cinéma actuellement ou bien vous avez juste jeté en pâture des nouveaux? Il faut dire simplement que nous avons créé en fait nos personnages. C'est des gens qui sont déjà dans le métier et aussi d'autres personnes qui ne sont jamais vues devant la caméra. Oui. En fait, nous avons créé en quelque sorte nos célébrités. Et je peux vous dire en fait que Sous le ciel partagé a regroupé plus de 400 personnages pendant le tournage du film. Donc le casting a été fait avec ceux qui sont déjà des professionnels et ceux qui ne sont pas des professionnels. Ouais. On aura droit dans ce film à des scènes d'affrontement? En tout cas, c'est du drame. Ça va être chaud parce que vous imaginez ce qui se passe en fait dans les champs de plantation, surtout avec les peuls et nos cultivateurs. C'est pas facile. Et là, on aura, en tout cas, vous avez droit à beaucoup de choses. Ça donne envie déjà d'y être. Hein? Et c'est demain, Patrick Diossou, Alors, à demain, Canal Olympia. Oléguédé de Cotonou. C'est à quelle heure au Tibi? C'est à partir de 18h. C'est à partir de 18h, ça commence. Et ça va être une soirée à la Hollywood. Parce qu'en même temps que ce soit du cinéma, que celle de l'avant-première, ça va être une fête. Ah, d'accord. Une énorme fête. Une fête, en tout cas, vous êtes invités. Oui. D'accord. Merci. Et j'ai cru entendre qu'il y a un dress code, n'est-ce pas? Oui, le dress code, c'est tenue africaine. Tenue africaine. Pourquoi cette exigence? Parce qu'en fait, une avant-première, en fait, que nous pensons être la première. Nous voulons en fait marquer et signer en fait cet événement. Ce soit à Hollywood, les gens ont leur dress code. Maintenant, chez nous au Bénin, il faut que nous ayons aussi tenue traditionnelle. Voilà. D'accord, c'est votre spécificité. J'adore. J'adore, Patrick. En costume. Il n'a pas accès à la salle? C'est fort probable qu'on ne lui permet pas d'avoir accès à la salle. D'accord, puisque c'est connu d'avance. Donc, il faut se prêter forcément au jeu. Donc, c'est demain. 12 avril à Canal Olympia de Oléguédé, ça démarre à 18h. Pas une minute de plus, pas une minute de moins. Non, à 18h00. Voilà. Ok. Un dernier appel? C'est que pour ceux qui n'ont pas encore pris le pass, ils n'ont qu'à essayer de le faire et le plus tôt possible. C'est sûr que ça ne reste plus assez de place. Assez de place, d'accord. Un numéro de téléphone? Le 90 09 81 33. 90 09 81 33. 81 33. 33. Ouais. Sous le ciel partagé. Ça risque de vous donner des frissons. C'est une réalité peinte avec tellement de maestria, j'ai envie de dire, que ça vaut le détour. Allez-y. On doit faire ça le comble demain. Voilà, on doit faire ça le comble. On soutient le cinéma béninois. Rotimi Abiala, merci d'être passé ce matin. On se retrouve demain, 18h. Sans faute. Patrick Diossou, oui. Alors, demain, 18h, et après-demain, on a encore un autre rendez-vous. Et l'autre rendez-vous après-demain, c'est un concert. Un concert Imolede. Quand on dit Imole, en Yoruba, ça signifie la lumière. La lumière est venue, Imolede. Et qui sont les responsables, ou qui est le responsable, le promoteur de ce concert? Il est avec nous, Ocniel. Festival musical Imolede, édition 2025, on en parle
avec Otiniel Arodi. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes promoteur de ce concert, IMO, l'aider. Et Patrick Diosso. Oui, et il est avec un des acteurs, disons, un des artistes invités à ce concert, c'est David Ekwe. David Ekwe, c'est un chanteur, non, il va se montrer tout à l'heure. On va l'écouter, oui. Iman l'aider, comme le nom le dit, c'est la lumière est venue. D'accord. La vision vise à mettre la lumière sur le gospel béninois en offrant aux artistes. C'est un festival gospel alors. Exactement, en offrant aux artistes gospel béninois une plateforme de production live sur laquelle ils pourront faire des morceaux, leurs propres morceaux, j'insiste, leurs propres morceaux, et incitant ainsi le public béninois à la consommation du Made in Benin. David, on peut déjà, nous, par ici, consommer quelque chose ce matin? Oui, pourquoi pas. On y va? Je bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. La louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh non, je vais rapidement dire un truc. Ndjedjlo koko, nyeko djedjlo koko, gedede masode, do Jésus si rume. Ndjedjlo koko, nyeko djedjlo koko, nyeko do deji, mon tena nitegbe. David Ekwe, vous serez sur scène le dimanche, c'est ça? Oui, très bien, le 13 avril prochain, le dimanche prochain, ça va chauffer. Vous serez sur scène aussi, je non? Je serai sur scène le 13 avril à 16h00. 16h00. Il y aura d'autres chantres, j'imagine. Il y a des noms célèbres de chantres. Déjà, dans le gospel béninois, nous avons Djoubalé, dont la vidéo, la prestation sur la première édition est devenue virale sur les réseaux sociaux, qui rappe en fond. Et nous aurons Josias Folie, le pasteur Avla et le chant de Valais Coton, ainsi que 6 autres jeunes qui constituent la relève du gospel béninois. D'accord. Faut pas transformer la chanson. Ça, c'est Djoubalé. Je tiens à préciser que ce concert, c'est une production, un live recording. Donc, c'est un concert qui va servir en même temps de tournage de clip. Ah, d'accord, très bien. Et donc, ça se passe dimanche 13 avril 2025 à partir de 16h au jardin du séminaire Saint-Jean-Eudes de Atropokodji, c'est bien cela. Et qu'est-ce qu'on dit aux gens? Quel est l'appel que vous avez envie de lancer? Je voudrais demander à tout le peuple béninois de se déplacer massivement vers le jardin du séminaire Saint-Jean-Eudes pour soutenir cette jeune génération, pour soutenir le gospel béninois, parce que le Bénin révélé passe également par la révélation du gospel béninois et de cette année. Exactement. Allez, moi j'aime bien la musique, précisément le gospel. On y va pour une autre... Je veux juste fredonner rapidement Iroa, un single qui est sur YouTube, nous avons sorti dans l'année 2024. Maoué, Ahuetoé, Oïdje, Kafu Kafu, Meboudé Deli, Miansubo, Oïdje, Miansubo. Yehowa, 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 Nasubo, Nasubo, Nakafu, Nakafu, Nandoreji, Nandoreji, Zai, Mama, Se, Maoe, Ahuetoe, Oije, Oije, Kafu, Kafu, Mebure Deli, Miasubo. Oh, he tell me Aïe.
Aïe, ça fait du bien à mon âme ce matin. Aïe. J'aime bien le refrain. Hein? Yehovah, Nasuboji, Nasubo. Ça veut dire Yehovah. Oui. Jéhovah, je vais te louer. D'accord. Je vais te glorifier. Oui. Je ne vais que faire ça toute ma vie. Oh là là. Jusqu'à l'infini. Gloire à Dieu. Merci David Epé. Oui. Merci également à vous, Otiniel Arodi, promoteur du conseil Imolédé. On sera là pour vous soutenir. Et on demande également à la population de Cotonou, de Cotonou, de Calavi, d'un peu partout, d'aller vous soutenir dimanche 13 avril 2025 à partir de 16h. Et ça va se passer au jardin du séminaire Saint-Jean-Eudes de Atropokodi. Merci, chers amis. Merci. Allez, on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour faire un petit compte rendu de ce qu'a été ce concert. On parle d'autre chose. Maintenant, Patrick Djossou, on va faire un petit voyage. Oui. On va faire un petit voyage, un voyage touristique, hein, pour découvrir un peu Savalou la belle. Et c'est vrai qu'elle est belle, hein, Savalou. Oui. Savalou aux multiples sites touristiques. Et on en parle avec un expert en politique touristique, Virgile Denayan est notre invité ce matin, Virgile Denayan que nous allons recevoir. C'est avec lui que nous ferons cette visite guidée matinale, même si elle n'est pas, on va dire, elle n'est pas faite in situ, même si c'est en plateau qu'on le fait, même si elle n'est pas physique. Bonjour, Virgile Denayan. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Savalou vit. Didi. Et fier de l'être, n'est-ce pas? Très fier de l'être. Alors, Patrick. Oui, Virgile, bonjour encore une fois. Et Savalou. Oui, vous êtes fier d'être de Savalou et vous avez fait des études en tourisme par rapport à Savalou. Dites-nous rapidement, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à parler de Savalou et non de Savet, qui est non loin de là? Je vous remercie, monsieur le journaliste, madame. Comme vous l'avez dit, je suis natif de Savalou. Oui. J'ai grandi un peu à Savalou et aussi au nord du Bénin, précisément à Bassila. Ah oui. Si. Ah oui. Ah Bassila, c'est chez moi. Bon, ah oui. C'est très bien. C'est une ville chère à mon cœur. C'est une ville chère à mon cœur également. D'accord. J'ai grandi aussi à Bassila et quand j'ai fait ma maîtrise en géographie, je suis rentré dans l'enseignement, je suis reparti à Bassila pour enseigner. Et pendant mon cursus d'enseignant, j'ai souvent accompagné les élèves dans des sorties touristiques. J'ai initié des sorties où j'ai amené des élèves depuis Bassila jusqu'à Ouida, par exemple. Et je me suis rendu compte pendant tout ce temps que les potentialités touristiques de ma ville natale ne sont pas connues. Et ils ne sont pas valorisés à sa juste valeur. Quand je me suis retrouvé en France pour mes études dans le domaine du tourisme, je me suis spécialisé en politique de développement touristique des territoires. Donc, comment accompagner les territoires pour vendre leurs potentialités. Et c'est dans ce cadre que j'ai fait une étude sur la ville de Savalou, où j'ai pu faire le point de tout ce que Savalou a comme potentialité sur le plan touristique et surtout les sites qui sont des sites emblématiques mais qui sont très méconnus. Parlons-en alors. Allons directement au site. Voilà. Je constate qu'on fait déjà le focus sur le site qui m'intéresse le plus. Tous les autres sites m'intéressent, mais le site du Panthéon panafricain initié par Feu Dada Gbagidi, Tosso Gbagidi 13, qui est un site emblématique qui devait entrer dans le circuit touristique béninois, incontournable d'ailleurs. Parce que lorsque je constate qu'au Bénin, des efforts sont faits pour attirer surtout des afro-descendants, parce que notre cible de clientèle au Bénin doit être certainement ces afro-descendants, parce que nous avons une histoire commune. Et cette histoire qui tourne autour de la traite négrière n'a pas sa source, permettez-moi, à Ouida. Savalou
fait partie de ces centres où les esclaves collectés au fin fond du Bénin étaient regroupés, surtout dans le département des collines d'aujourd'hui. Vous savez très bien que Savalou dirigeait jusqu'à la hauteur de Basila et avait son influence jusqu'à la hauteur de Basila et autres. Donc tous les esclaves collectés dans ces localités étaient regroupés à Savalou. Et c'est de là que ces esclaves sont acheminés vers Abomey, puis Ouida. D'accord, donc Savalou est le point de départ. Est le point de départ. Donc la route de l'esclave devait partir de... Cette route des esclaves à Savalou existe. D'accord. Existe. Et en fait, le but du roi, en commençant par initier ce site, c'était de réveiller cette route et de reconstituer la route des esclaves pour que les afro-descendants qui viendront au Bénin puissent remonter dans les collines pour se connecter avec leurs origines. En réalité, leurs origines, on reconnaît que c'est le Bénin de façon globale, mais ce n'est pas Ouida. Ouida, c'est une destination entre autres parce que c'est une porte de sortie. Mais le lieu d'où viennent les esclaves qui ont été collectés, c'est beaucoup plus dans le fond du pays. Les rabatteurs qui étaient envoyés n'étaient pas envoyés pour aller prendre des esclaves à Ouida. Je pense que quelque chose doit être fait. Il faut que ces sites soient révélés aussi et qu'ils rentrent dans le circuit touristique afin que... C'est un appel que je commence en même temps. Vous faites une sorte de plaidoyer, on va dire, n'est-ce pas, ce matin, pour que le Panthéon, le site du Panthéon de la Résistance puisse intégrer le circuit touristique béninois. D'accord. Le Panthéon, c'est même une étape, un peu comme la route des esclaves à Ouida. Vous savez, il y a des étapes. Voilà. Le Panthéon, c'est une des étapes. Il y a là où les esclaves sont regroupés, c'est connu et documenté. La route qu'ils prennent est connue et documentée. Là où le Panthéon a été réalisé, c'est une étape où ils s'asseyent pour se reposer, prendre s'abreuver et tout, avant de continuer leur chemin. Donc, cette route, nous la connaissons. On peut la reconstituer et la mettre à la disposition de notre cible de clientèle qui est donc ces afrodescendants qui voudront bien se reconnecter avec leur pays de départ. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce site que vous voyez est laissé à l'abandon. C'est ça ce que nous déplorons. Ce site est laissé à l'abandon. Tout ce qui a été investi pour la réaliser, c'est dégradé aujourd'hui. Les statuettes sont dégradées et nous sommes en train de voir avec le palais royal de Savalou pour lancer un appel aux filles et fils de Savalou pour au moins qu'on puisse constituer une cagnotte pour la restauration de ce site et faire ce plaidoyer que nous faisons là auprès des autorités afin que ce site puisse réellement entrer dans le circuit touristique béninois. C'est un noble combat. Et je crois que le président du CS doit être déjà au courant. C'est un Savalou Vidjidji Savalois. Et il aime tellement... c'est normal, il est natif de Savalou. Et donc, je suis sûre que cet appel, on va vous permettre de dire, lancer un appel directement. Oui, mon appel à mes sœurs et frères de Savalou, c'est que ce site du Panthéon qui fait partie d'une des étapes de la route des esclaves à Savalou, nous avons envie de la restituer. Et vous connaissez son état actuel. Nous vous invitons, nous vous demandons de contribuer à cet effort à travers vos contributions financières à l'endroit du Palais Royal. Il y aura certainement dans le groupe, dans le forum du Palais, un numéro qui sera mis à votre disposition d'ici à là pour que ceux qui veulent participer à la restauration de ce site puissent apporter leur contribution. Nous, de l'autre côté, nous allons mettre notre expertise en jeu pour que la route, proprement dite, soit reconstituée afin que Savalou puisse tirer sa part du marché dans le tourisme au Bénin. Parce que
c'est quand même important. Savalou a ce potentiel pour tirer sa part du marché. À une ère où le tourisme est une grosse priorité gouvernementale, je pense que cet appel tombe à pic, hein, Patrick Diosso. Tout à fait, un appel qui tombe à pic. Et je voudrais dire, est-ce qu'il y a d'autres sites? Parlons rapidement des autres sites. Oui, il y a plusieurs autres sites à Savalou. Il y a la mare au Caïman à Savalou. La mare au Caïman, oui. Oui, il y a un arbre mythique, le palmier à 7 branches qui existe à Savalou. Il y a une colline de la Vierge Marie à Savalou qui peut bien concurrencer un peu avec la grotte mariale de Dassa, hein, où des chrétiens vont désormais, ils connaissent quand même, ils vont pour leur prière. Un pèlerinage peut être organisé sur ces lieux et autres. Nous avons aussi d'autres potentialités que peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus. D'accord. Aujourd'hui, on retient déjà qu'il y a le Panthéon. Le Panthéon, surtout la route des esclaves. La route des esclaves n'est pas Kawida, il y a la route des esclaves aussi à Savalou. C'est surtout ça. Merci Otiniel Rodi. Non, quand même. Allez, je m'entremêle un peu les pinceaux. Allez, merci à vous Virgile Denayan. Merci. Je suis certaine que cet appel sera entendu et que sans doute les enfants de Savalou vont s'unir pour restaurer, on va dire, cet héritage finalement. Cet héritage qui ne doit surtout pas mourir. Exactement. Merci Virgile Denayan. C'est moi Excellent qui vous vendredi à vous. Merci. Patrick Diosso. Allez, est-ce que tu connais l'Unamel Bénin? J'en ai entendu parler. Tu ne connais pas? D'accord, c'est l'occasion pour toi en tout cas de découvrir l'Unamel Bénin. Mais avant d'en parler avec son président, on va respirer un coup, musicalement parlant, bien entendu. Et on va écouter cette chanson, elle est de Credo. Le titre de cette chanson, c'est Doudegi. C'est également une nouvelle sortie de ce beatmaker, une chanson qui marche fort sur les différentes plateformes. C'est pour vous. Credo dans le titre, Doudegi, beatmaker, devenu artiste, et il a royalement pris goût à la musique, hein, il faut le dire. Et donc, c'était le titre Doudegi pour vous à présent, comme je vous l'avais dit. On va parler de l'UNAMEL Bénin, l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, qui tient son assemblée générale demain. Et c'est une association, on va le dire, Patrick Diosso, c'est une association qui regroupe, n'est-ce pas, les médias en ligne qui ont une existence légale au Bénin. Alors, de cette activité, on parle avec son président, Barnabas Orokouman. Bonjour. Bonjour, chers consoeurs. Bonjour, doyen. Alors, vous êtes le président de l'UNAMEL Bénin, journaliste, directeur, non, PDG du groupe Dabaro, voilà, qu'on ne présente plus de toutes les façons. Et donc, c'est déjà demain, l'Assemblée générale. Ça va se passer où déjà? Oui, à Fidjirosé, à l'ISMA, à l'école, à l'université ISMA. Nous allons nous regrouper là demain pour l'Assemblée générale ordinaire pour le compte de l'année 2025. D'accord. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est au menu? Alors, au menu, nous allons parler du code de déontologie, qui est le nouveau code qui a été mis à notre disposition. Nous aurons droit à une communication de l'ODEM qui va venir nous faire part de ce qui est prévu pour les médias en ligne. Parce que vous le savez, avant, le code que nous avions a été élaboré il y a des années en arrière. En ce temps, il n'y avait pas les médias en ligne comme aujourd'hui. Donc, le code a été revu. Il y a eu de nouvelles dispositions qui ont été apportées et qui concernent les médias en ligne. Donc, on s'est dit que c'est très important. Il faut s'approprier ce code-là. Voilà, de ce code-là, afin que nous ayons des médias en ligne qui respectent le code de déontologie, qui sont professionnels. Parce que l'objectif de l'UNAMEL Bénin, il faut le dire, c'est de pouvoir asseoir des médias en ligne de qualité, des médias en ligne qui donnent des informations professionnelles et dont on ne doute pas de la véracité. Et cela passe par une formation, cela passe par ce genre de séances comme celle qu'on aura demain. Alors, à part l'ODEM qui va nous donner une communication, nous avons au sein de l'UNAMEL œuvré à faire en sorte que tous les médias membres de l'UNAMEL
puissent bénéficier du travail que fait le bureau exécutif. Alors, nous allons à la quête de partenaires pour des formations à l'endroit des membres, pour des communications à l'endroit des membres. Donc, nous avons fait une communication au profit d'une structure publique et des chèques seront remis à tous les médias membres qui ont participé à cette communication demain au cours de l'AGE et l'AGO. Nous allons également parler de notre plan de travail annuel. Nous allons faire le bilan de 2024, quelles sont les activités qu'on avait prévues, qu'est-ce qu'on a mené comme activité, les difficultés qu'on a eues et nous allons projeter les perspectives, présenter le nouveau plan de travail annuel que nous avons prévu pour 2025 et ensemble avec les médias membres, nous allons amender, voir la faisabilité et D'accord. avancer. Ouais. Et on imagine bien que la vie des médias en ligne, également la suspension des médias en ligne par la RAC, ces sujets vont s'inviter, n'est-ce pas Et effectivement, ces sujets seront au menu parce que nous, à la suite de la suspension de certains médias en ligne par la RAC, nous avons rédigé un communiqué dans lequel nous invitions la RAC à aller plus loin dans l'assainissement parce qu'il faut le dire, l'UNAMEL Bénin n'est constitué que des médias en ligne ayant une essence légale. Et étant légal, nous œuvrons pour que au Bénin, les médias en ligne puissent exercer dans la légalité. On ne peut pas aujourd'hui se lever, créer une chaîne de télévision sans avoir une autorisation de la RAC. On ne peut pas se lever, créer une radio sans avoir l'autorisation de la RAC. C'est comme ça, on ne peut pas normalement se lever, créer un média en ligne sans avoir l'autorisation de la RAC. Donc, au lendemain de la mise en place de notre association, on est allé voir la RAC, on est allé voir un certain nombre de structures, d'institutions pour dire nous voulons qu'on assainisse également l'environnement des médias en ligne et ne pas autoriser que des médias qui n'ont pas fait le parcours qui a été le nôtre pour avoir les licences légales opérées sur le territoire parce que ça fait qu'on nous confond à tout le monde. L'information qu'on donne n'est plus crédible parce qu'on pense qu'un média en ligne, c'est quelqu'un qui peut se lever comme ça, commencer par écrire, balancer sur la toile. Donc, quand l'assainissement a commencé avec la suspension d'un certain nombre de médias, nous avons salué cette démarche de la RAC et nous l'avons invité à aller au-delà. Et ça n'a pas tardé. Quelques semaines plus tard, la RAC a sorti une décision pour suspendre tout ce qu'il y a comme médias en ligne illégal au Bénin. Donc, nous avons plaidé pour qu'il y ait... on lance un autre appel à candidature pour que ceux-là qui pensent avoir la capacité de créer des médias en ligne puissent souscrire à l'appel à candidature que la RAC va lancer. La RAC a lancé cet appel. Beaucoup de médias ont souscrit. Nous avons accompagné au sein de l'UNAMEL des promoteurs qui voulaient vraiment se conformer à la législation. Donc, nous les avons accompagnés et nous espérons que beaucoup auront bientôt l'autorisation et pourront exercer en toute légalité en tant que médias en ligne au Bénin. Donc, nous allons débattre de tous ces sujets au cours de l'AGO. Très bien. C'est vrai qu'il faut mettre de l'ordre dans ce secteur. C'est comme un fourre-tout en réalité. Ça ne nous honore pas. Et il faut vraiment aller tendre vers le professionnalisme. Absolument. Merci en tout cas pour ce que vous faites parce que nous sommes aujourd'hui à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Ce n'est plus les médias traditionnels seuls qui ont aujourd'hui le monopole, de l'information. Non, il y a d'autres médias et il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait de l'ordre dans ce secteur. Alors, c'est donc demain, à partir de quelle heure? Demain, à partir de 8h à Fidjosé. D'accord. Merci, cher Bok. C'est son surnom. Ah oui, c'est ça. Bok, en fait, c'est Barnabas Orukuma. Ce n'est que les initiales de mon nom prénom. Oui, exactement. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Vous restez avec nous pour le débat. On parle des violences faites aux hommes. On respire un coup et on se retrouve juste après pour débattre de ce sujet d'une extrême importance. Voilà Lolo Jorodo, jeune artiste de la musique. Eh bien, dans une superbe chanson, elle a reçu la semaine dernière. Jorodo, c'est une façon pour elle, en tout cas, de dire, n'est-ce pas, à ses mélomanes, de lâcher prise. La vie est faite de défis, la vie est faite de combats en permanence. Donc, de temps en temps, il faut lâcher prise. Allez, merci. Voilà Loulou. On va tout de suite au débat.
Bienvenue dans le forum de discussion de ce matin. On parle des violences faites aux hommes. Et vous le savez, les victimes masculines sont moins nombreuses, mais bien réelles. Et c'est un sujet encore tabou sous nos cieux. La société, il faut le dire, il faut oser le dire, peine encore à reconnaître qu'une femme puisse être violente. Et pourtant, il y en a qui sont de véritables menaces pour les hommes, osons également le dire. Chers amis téléspectateurs, on en parle ce matin avec Barnabas Soro. Comment, bonjour. Bonjour. Ariane Haïté, bonjour. Bonjour, ma présidente de l'ONG IAM, incontournable invité de vendredi, on va dire. Coach Betoro, bonjour. Patrick Diossou. Bonjour. Bonjour. Alors, les violences faites aux hommes existent, mais pourquoi on n'en parle pas? Barbara Oro, comment? Oui, on n'en parle pas peut-être parce que on a tous les regards tournés vers la protection de la femme. On a tous l'impression que tout se met en place pour protéger la femme et on oublie l'homme. Beaucoup de dispositions légales, beaucoup d'organisations mondiales œuvrent pour l'émancipation de la femme, pour lutter contre les violences basées sur le genre concernant la femme. Mais on oublie que les hommes aussi peuvent être également victimes de violences et surtout lorsque toutes les dispositions tendent à protéger la femme, ça peut devenir un fond de chantage que les femmes peuvent utiliser sur les hommes. Donc, le revers, c'est que la femme devient petit à petit très puissante, plus puissante et peut agir négativement sur l'homme. Donc, et oui, les violences basées sur le genre faites aux femmes existent. Faites aux hommes? Faites aux hommes existent et de plusieurs formes. Ce n'est pas forcément des violences physiques. Le fait d'insulter son mari, le fait de mal lui parler, de ne pas lui donner le respect qu'il faut devant les enfants ou dans le foyer, c'est déjà une violence. Et il y en a, effectivement. Qui le vivent? Oui, il y en a qui le vivent. Cela vous est arrivé déjà une fois, vous? Non, pas encore. Sérieux? Pas encore. Pas que vous êtes un homme battu, hein? Non, pas que je suis un homme battu. Il y a d'autres types, oui. Je pense que cela va des bases que vous installez au niveau de votre foyer. Cela, il va également de votre responsabilité, de la responsabilité que vous occupez, que vous assumez au sein du foyer. Parce que pour l'expérience que j'ai, pour ce que j'ai pu comprendre, la plupart des hommes qui sont victimes de violences, ce sont des hommes qui, dans le foyer, apportent très peu. C'est peut-être la femme qui apporte beaucoup plus dans le fonctionnement du donc foyer. Elle s'impose. Elle s'impose et l'homme est obligé de subir. Voilà. Donc pour la plupart, pour les cas que moi j'ai connus, voilà ce qui occasionne cela. D'accord. Patrick Diossou, vous subissez des violences en tant qu'homme. Non, pas vous, rassurez-vous. Je suis dans la généralité. Les hommes subissent des violences, mais n'osent pas en parler. Oui, et les hommes n'osent pas en parler tout simplement parce que c'est comme une forme de honte. Les hommes ont honte de dire qu'ils sont des hommes battus. Vous savez, si on te frappe, c'est qu'on t'a frappé. C'est dans un pays, je ne voudrais pas citer le Sénégal, qu'il y a l'association des hommes battus. Oui, mais de ce côté, surtout au Bénin, je me demande si des hommes pourront avoir le courage de se présenter comme hommes battus. Mais vous souffrez en silence. Non, on vous martyrise. Enfin, moi, je ne souffre pas, donc juste une parenthèse. Non, je ne parle pas de vous. Oui, mais c'est parce que ça fait comme un genre de rabaissement dans notre société. Surtout au sud Bénin, il y a une expression, on dit « Sounou Glébénou ». C'est l'homme du dehors. Ouais. Et dans Glébénou, on sent la virulence, non pas la violence, la virilité de l'homme. L'homme est viril. L'homme, c'est celui qui donne des ordres. C'est celui qui est... on pourra parler de l'autorité. De l'autorité, oui. Ah. On pourra dire que c'est lui qui manifeste ce qui est droit ou ce qui est rigueur ou rigidité dans la famille. Donc, quand celui qui est fermeté, celui qui est rigueur se met à se plaindre, on se demande, mais
la famille se retrouve où? Le coach familial va en parler tout à l'heure. La famille est où? Quand celui qui représente la force de la famille se met en petite culotte, se met dans la faiblesse. C'est ça qui fait que les hommes, même quand ils se retrouvent martyrisés, ils préfèrent la boucler, ils préfèrent se taire parce que lorsqu'ils parlent, tout le monde, pour la plupart du temps, tout le monde les accuse de faiblesse. Ils ne veulent pas être accusés de faiblesse. Ils considèrent que coach le sexe faible, c'est l'autre. Vous êtes coach de la famille. Est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir un homme violenté, un homme battu? Je vais aussi prendre ce matin, c'est vrai que quand on parle de violence, on a rapidement, la tête tournée vers physique. Mais je vous assure, la majorité des hommes vivent des violences psychologiques. Vivent des violences psychologiques. Je dis la majorité. Oui. Et tout à l'heure, vous avez dit que souvent, quand l'homme a plus de pouvoir financier, c'est faux. Même quand il est très riche, là, vous ne le connaissez pas. Vous connaissez le débit de la femme par rapport à la parole. Quand la femme commence par parler, là. Quand la femme commence par parler, le débit, comment ça sort enchaînement, que vous soyez multimilliardaire, milliardaire ou pas, si vous faites une promesse à la femme et que vous dites que vous allez lui acheter et que ça n'arrive pas, la pression que vous avez en tant qu'homme, vous êtes peut-être... C'est une violence aussi. Attention. Non, c'est vrai que c'est une promesse. Tous les hommes sont, oui, c'est ça que je vous dis. De violence. C'est ça que je vous dis ce matin. Je vous explique. N'exagérons pas. Non, je n'exagère pas. Oui? Je vous dis quoi? Ça crée parfois des dommages psychologiques. C'est-à-dire que j'ai fait une promesse. Je sais que je vais le faire. Mais en temps, je n'ai pas eu ce qu'il fallait pour le faire. Ça arrive à m'ajouter des hommes. J'ai promis quelque chose. 150 000. Mais je n'ai pas eu les sous. Mais vous savez, il y a des choses, quand vous promettez à la femme, parfois, elles veulent. C'est différent. Il y en a où, bon, elle peut passer sous silence. Mais elle a peut-être envie de l'utiliser que pour elle, le temps là n'attend pas. Et quand la femme, sans savoir, parle, vous rappelle les circonstances dans lesquelles vous avez fait la promesse. C'est une violence, ça. Mais ça crée parfois une sorte de traumatisme. Vous avez promis. C'est embêtant quand attention, même. C'est embêtant. Attention, vous ne voyez pas. Vous avez fait une promesse. Vous savez que vous allez le faire. Mais elle vous rappelle ça chaque minute parfois. Ça dépend des femmes. Oui. Vous revenez, vous dites bonjour. Quand tu vois son regard, tu es traumatisé, tu as envie de ressortir. Ça veut dire que toutes les femmes violentes... Non, je ne vous dis pas. C'est ça que je vous dis ce matin. Dans ce schéma, je dis les hommes sont martyrisés. Non, c'est ça que je vous dis ce matin. Et quand vous n'avez pas vous n'êtes pas vraiment préparé pour... Et que vous n'avez pas les mots pour calmer, pour expliquer... Mais ça, c'est un des nombreux visages que... C'est un des nombreux visages. Mais la femme met vraiment de la pression. Moi, quand je préparais ce débat, j'ai un homme qui m'a dit ceci. C'est vrai que c'était quelqu'un de bien socialement parlant. Il avait un bon boulot. Mais avec le temps, il a perdu ce boulot et les difficultés ont commencé à la maison. Il dit, est-ce que tu sais que ça fait 8 mois que je n'arrive pas à toucher ma femme? Et chaque fois que je veux la toucher, Jomido. En fait, l'homme, à un moment donné, elle ne supporte plus en réalité, elle ne supporte même plus la vue de l'homme. Il est devenu tellement si peu de choses qu'il me dit, mais attends, mais je suis violentée. Oui. Là, maintenant, tu sens même à côté de la femme, pas sentir à tant d'odeur, mais elle a envie de te repousser. Attention. Tu l'insupportes, en fait. Et là, je dis le début de la femme, quand la femme commence pas à parler. Attends, tu n'auras pas envie de rentrer chez toi. On dirait que tu as un témoin vivant. Dis-nous un peu. Je ne suis pas que témoin. Je suis un coach ton expérience. Je ne suis pas que témoin. Je suis un coach de famille. Il ne faut pas oublier que j'écoute tellement de monde, de gens. Et je suis tellement... Vous savez, quels sont les propos que une femme peut tenir, par exemple? Je vais vous dire un truc. Je suis un coach très pratique. Ce soir, il n'y a pas de jour, c'est de lundi au dimanche, encore que les amis s'approchent, où je suis dans les familles. Il n'y a pas ce jour où je ne suis pas dans une famille. Je suis peut-être venu pour faire un cours de coaching scolaire, mais je vois d'autres choses. Et les femmes, parfois, me disent des choses. Moi, je me rappelle, je ne veux pas tout dire ici, mais je vois beaucoup de choses de façon pratique. Et je sais que les hommes, on n'en parle pas, vous l'avez si bien dit. Mais si on devrait parler, on va écrire beaucoup d'ouvrages. Alors, quel autre visage ça peut prendre encore en tant que coach? Dites-nous. Alors, vous savez, il y a presque 3 types de violences. Il y a physique, il y a verbal, il y a psychologique. Mais ça prend d'abord une forme verbale. Ou
quand la femme, elle ne t'insulte pas, je donne l'exemple de l'artiste, qui est, moi je ne vais pas rappeler son nom. Vous voyez les audios qui ont fuité. Les audios de Merveille. Ah, Nyamayo encore les filles, mais vous le savez déjà. Vous voyez les audios qui ont fuité. C'est une violence faite à Pravda, vous voulez dire? Attention, vous voyez comment les mots, et parfois, elle touche même. Elle a touché. Oui. Et vous voyez tout ce qu'elle dit, c'est ça que de traumatisme, même s'il ne disait rien, le fait d'enregistrer, ça fait qu'il ne supporte pas, il n'a pas apprécié. Il veut des preuves plus tard. C'est de la violence. Verbale, qui va créer une sorte de traumatisme psychologique. La preuve, on a vu comment le gars il est mort. Si on devait faire encore autopsie et voir, vous allez voir que ça a peut-être créé des lésions au niveau de... Moi, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin, mais j'imagine. Il y a de ces hommes qui n'étaient pas hypertendus, mais ça a créé l'hypertension. Vous ne voyez que la violence physique, hein. L'autre qui est verbale. Je dis, lorsque la femme parle, les femmes sont ici. Son débit. Les mots qu'elle utilise. L'émotion qu'elle transmet dans ce qu'elle dit à l'homme qui est fort, l'homme se sent diminué. C'est la même chose chez vous aussi. Quand vous voulez choquer... On parle des hommes d'abord ici, on ne va pas parler des femmes. Quand vous voulez choquer, vous savez le faire. Hein? Vous savez utiliser les mots qu'il faut. Et vous voyez... Rassurez-vous, je ne défends pas la violence. Hein, non, je suis non violente, moi. Et vous voyez l'homme qui est éduqué, on lui dit qu'il est fort, qu'il est viril, qu'il est... Lorsqu'il se sent diminué et qu'il semble ne pas exister, il n'y a pas pire violence que ça. Où vous n'existez pas, vous êtes diminué. Même simple chose qui a plus de valeur que vous, c'est dangereux. Donc, il y a ça qu'on ne voit pas et que des hommes subissent, et parfois la majorité des hommes subissent ça à différentes sortes. Ce n'est pas la même manière, ce n'est pas la même échelle, degrés. Donc, ce matin, je voudrais vraiment dire, ce n'est pas facile. On éduque l'homme qu'il est fort, mais je voudrais dire à nos femmes, quand on fait promesse sur autre chose, votre manière de dire, trouvez les moyens pour dire, et les hommes vont... Très bien. On a fait une promesse, on va respecter. Ayane Haïté, vous qui êtes une ardente défenseuse des droits de la femme, il y a tout récemment une enseignante, hein, je pense dans l'un des départements du Bénin, qui aurait agressé un surveillant. Et on a vu sur les réseaux sociaux des individus indexer les féministes. Il y en a qui ont dit, si ça avait été un homme, l'INF se serait déjà saisi de cette affaire. Si ça avait été une femme, on aurait vu les pseudo-féministes monter au créneau. Alors, Ayane Haïté, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont vraiment victimes des violences faites, des violences, je veux dire. Alors, quand la femme devient le bourreau, Ayane Haïté, qu'est-ce qu'on fait? Alors, merci déjà pour la thématique. Et quand la femme devient le bourreau, franchement, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas bon. Et je dirais aussi, quand l'homme devient le bourreau, ce n'est pas du tout bon non plus, d'accord? Mais alors, quand la femme devient le bourreau, franchement, il faut savoir prendre les mesures qu'il faut, la distance qu'il faut. Il faut savoir se faire accompagner. D'accord. Il faut savoir... Mais il n'en parle pas. Justement. Il dit ça dans la discrétion. J'ai entendu nos chers hommes ici en train de parler de la faiblesse, de cette fameuse discrétion qui frise la faiblesse. Non, il n'y a pas de honte, d'accord, à dire que je souffre. Quand vous souffrez, il faut le dire. C'est pas parce que je suis un homme, d'accord, je suis censé être le sexe fort, d'accord, entre griffes, que quand je suis, enfin, on me porte main ou en tout cas, quand il y a, quelle que soit la forme de violence que je subis, je ne vais pas crier. On va parler aussi de la violence sexuelle, par exemple, peut-être que les hommes en souffrent. Ça, les femmes utilisent ça beaucoup, hein? Ah oui, oui, c'est parfois un moyen de pression, voilà. Mais alors, vous aurez alors compris que c'est la manière de la femme d'exercer alors peut-être bien souvent cette forme de violence, elle est un peu plus différente de celle auxquelles nous allons assister avec les hommes, parce que les hommes, quand ils vont à cette forme de violence,
violences-là, c'est le harcèlement, c'est l'abus, c'est-à-dire c'est le viol même, ça va jusqu'au viol même. Et même dans le mariage, vous savez qu'il y a le viol, d'accord? Donc, alors que par rapport aux femmes, les femmes vont peut-être user de ça, d'accord? C'est des refus, c'est des subterfuges pour toujours dire non, histoire d'obtenir déjà une promesse qui est là, ou bien peut-être punir aussi l'homme, comme on a l'habitude de dire. Bon, écoutez, c'est tellement de choses que je me dis que rien au monde ne devrait amener aussi bien l'homme que la femme à ses extrémités. D'accord. Donc, osons donc, Barnabas, osons donc briser le tabou. Ah oui, osons briser le tabou. Je pense qu'on doit pouvoir se plaindre lorsque nous sommes victimes de ce genre de violence. Il y a des niveaux de résolution de conflits dans le foyer. Oui. On peut voir dans le cercle familial, s'il y a des personnes qui nous écoutent, à qui on peut se confier, on peut commencer par là. Si on ne trouve pas dans son entourage des gens qui peuvent raisonner la femme, qui peut lui parler, on peut aller au niveau devant les institutions, devant les institutions comme les centres de promotion sociale, comme les commissariats de police et tout ça, pour se plaindre afin que le problème soit réglé. Mais je pense que cela va au-delà des plaintes. Nul n'est méchant volontairement, on le dit. Si il arrive qu'une femme devient violente envers son homme, c'est qu'il y a vraiment des raisons également en dessous qu'il faut, en tant qu'homme, entrer en soi-même pour dire qu'est-ce qui occasionne cela. Peut-être que ce n'est pas depuis le départ. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est à un moment donné que c'est survenu. Donc, ça peut être parfois que la femme n'en pouvait plus. Parce qu'il y a des fois où c'est elle qui subissait. Et ce n'est pas parce qu'elle est faible, que ce soit physiquement, que ce soit sur tous les plans. Ce n'est pas parce qu'elle est faible qu'elle acceptait subir. Mais à un moment donné, elle dit, bon, je ne me laisse plus faire. Et si vraiment elle décide de contrer, c'est qu'elle devient plus forte. Et puis, elle peut vouloir s'y plaire et continuer. Donc, c'est que les hommes également entrent en eux-mêmes et voient ce qui a occasionné cette violence et trouver aller à la source du problème pour le régler. Très bien. Patrick Diosso, la femme, c'est censé être la douceur. Oui, la femme, c'est censé mais quand elle devient... Oui, ça me rappelle, c'est Bock qui parlait de femmes qui subit et qui, à un moment donné, se réveille. C'est l'histoire qu'on raconte. La femme, elle est judoka. Ou karatéka. En tout cas, elle a fait les arts martiaux et l'homme ne savait même pas qu'elle était pratiquante d'arts martiaux et elle se taisait toujours, elle subissait toutes les fois. Et un jour, l'homme est revenu à la maison, il a bien rossé et elle a attendu qu'il se repose correctement et qu'il se réveille et dit, bon, maintenant que tu es bien réveillé, donc, vas-y, qu'est-ce que tu voulais me faire hier? Ou qu'est-ce que tu m'as fait hier? Il dit, oui, tu veux que je recommence? Et il a envoyé la main et elle a commencé par le rosser. Et elle a tellement rossé que les voisins ont accouru. Il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire. Mais non, mais les voisins ont pu voir que c'est la femme qui était en train de battre l'homme. Les voisins sont venus pour les séparer. Elle a jeté par-dessus le mur pour aller de l'autre côté. Et elle a sauté le mur pour continuer à le rosser. Et les voisins ont tourné de ce côté. Le temps de venir, elle a encore rejeté de ce côté. Et il a fallu au quatrième tour. C'est au quatrième tour que l'homme a dit aux voisins, mais séparez-vous en deux. Comme ça, vous pourrez nous séparer. Séparez-vous en deux. Une équipe de l'autre côté, une de ce côté. Allez, nous allons à la rencontre de nos internautes. Patrick Diosso, tu vas permettre à Nadège Sani de nous rejoindre. Avec elle, on va voir les différents avis, les différentes opinions de nos internautes. Selon vous, pourquoi les hommes victimes de violences conjugales ont du mal à en parler? N'est-il pas temps de briser les tabous? Nous avons posé la question
aux internautes qui ont été nombreux à répondre à cette question. Nous allons recevoir Nadège Sani par ici. Quand il dit, Nadège, on vous attend, Nadège. C'est vrai que, vous savez, c'est la matinale, hein, ça va très vite. C'est pas évident entre mille choses. Il faut être là le matin, évidemment, checker tous les avis des internautes, traiter tout cela. C'est pas évident. C'est un exercice pour lequel nous remercions le service web. Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat. Comment ça va? Je me porte très bien. J'espère que vous vous portez bien également. Ça va, on fait aller. Alors, qu'ont-ils répondu les internautes? Bonjour à tous. La plupart des internautes estiment que les pesanteurs sociales empêchent les hommes de s'exprimer sur les violences dont ils sont victimes. En Afrique, l'homme est souvent perçu comme le sexe fort. Koumassa Maurice nous a laissé ce commentaire. Selon notre société ou culture, c'est inadmissible pour un homme d'exposer à ses proches qu'il est victime de violences puisqu'il est supposé être le chef de son foyer. Les hommes ont honte d'en parler pour ne pas être vus comme des incapables. Maouillon SGD pense que les femmes qui agissent de la sorte pratiquent la sorcellerie. Sinon, aucun homme lucide ne peut se laisser battre. Selon ce internaute, ce sont des femmes mal éduquées qui agissent de la sorte. Pour Georges Deredji, cela ne s'entend pas. Impossible d'en parler autour sans un jugement acerbe. Selon cet internaute, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les mères africaines sont très rigoureuses sur le choix de la conjointe de leur fils pour leur éviter de subir des violences. Vincent Honsoulin a aussi réagi sur ce post. Il dit « L'information peut être propagée dans le quartier et il devient objet de moquerie. Il faut donc créer un cadre comme l'Institut national des hommes pour leur permettre de s'exprimer. » Stanislas Sidagbo, les hommes victimes de violences craignent les répercussions sur leurs relations familiales ou la perte de leurs enfants, particulièrement dans les cas où la partenaire utilise les enfants comme levier. Ces hommes ont pour la plupart moins de ressources, ce qui les rend vulnérables. Jean-Baptiste Agbogbo Badja, la raison est simple, il n'y a pas l'Institut national des hommes et même les juridictions restent muettes sur le sujet. Lazare Kodjekou, en Afrique, plus précisément au Bénin, comment un homme peut se laisser agresser par une femme? Impossible. Tout homme faible devant sa femme prend son mal en patience et n'a qu'un seul sauveur, Dieu. Et on finit par Moussou Alessis qui nous dit « Les violences conjugales envers les hommes sont parfois minimisées ou ignorées, ce qui peut les décourager. C'est essentiel de briser les stéréotypes et de créer un espace où chacun, peu importe son genre, se sent en sécurité pour parler et demander de l'aide. Les violences conjugales ne devraient jamais être tolérées et chaque victime mérite soutien et respect. » Voilà donc Rachidat, quelques commentaires. Quelques commentaires. L'Institut national des hommes, rapidement, c'est déjà fini, rapidement. Là-dessus, je l'ai dit ici une fois, on n'a pas besoin de créer l'Institut national des hommes. Mais on peut créer au niveau de l'Institut de la femme un département qui pourra vraiment, qui s'occupe des hommes, parce que les hommes sont souvent battus, mais pas physiquement, mais... psychologiquement, oui, vu des choses. Et quand c'est physiquement, c'est la faute de l'homme qui est toujours en exercice. Je vous explique, il y a de ces hommes, quand ils sont battus par les femmes, quand tu mets la main sur la femme, on te voit, c'est ton point. Donc parfois, pour éviter, tu vas consommer, tu te calmes, très bien. Sinon, si jamais tu le fais, c'est toi qui seras en danger. Merci à vous, chers débatteurs. Ariane Haïté, un dernier mot.
Non, mais je vais tout simplement inviter nos chers hommes, d'accord, à pouvoir faire le geste, d'accord, à ne pas se laisser conditionner par en tout cas tout ce qui, comment je dirais ça, les stéréotypes ou bien la culture, d'accord, voilà. Et donc, du coup, se lever rapidement et aller porter plainte si on juge véritablement qu'on est exposé, qu'on subit véritablement, en toute justice, hein. Pas qu'on a entraîné la chose, occasionné, on a été à la base de la chose et puis après on prend. Donc voilà ce que je pourrais dire. Merci à vous. Merci Ariane Haïté, merci Barnabas Sorokoma, merci coach Fulgence Betoro, merci Nadège Sani. Merci à vous. On va se dire à la semaine prochaine. Voici pour vous à présent la revue de presse avec Marcel Arossi. Je vous rappelle que Osiris est l'artiste du jour. On va le recevoir dans un moment. Je vous précise aussi que l'actualité culturelle, c'est dans un moment avec Aziz Adam Soulé. La revue de presse. Dans la revue de presse de ce matin, on parle de Candide Azanaï. Marcel Arossi, est-il intouchable? C'est la question que se posent certains quotidiens. Le quotidien Matin Libre, notamment, qui s'interroge, provoque et pose une question qui pourrait déranger en mettant en lumière une singularité, celle de l'ancien ministre devenu opposant farouche dont les prises de parole toujours virulentes contre le régime de Talon n'ont, depuis 8 ans, jamais été sanctionné. De ces analyses, le journal en déduit un paradoxe. Pourquoi celui qui critique le plus durement le pouvoir en place semble-t-il échapper à toute répression? Serait-il vu comme inoffensif ou soupçonné d'être en mission? Matin Libre n'écarte aucune hypothèse et pointe aussi l'inaction de l'homme politique qui prône le boycott plutôt que la confrontation électorale. Une posture qui, selon le journal, fragilise davantage l'opposition. C'est bien selon Matin Libre. Et puis, Marcel Arossi, sur les marchés béninois, acheteurs et vendeurs sont obligés de se surveiller. La Croix du Bénin braque ses projecteurs sur un phénomène qui mine la confiance entre vendeurs et consommateurs, la fraude aux instruments de mesure. Le journal révèle comment, dans les marchés comme dans les stations-service, la suspicion est devenue la norme, tant les cas d'arnaque se multiplient. Des motocyclistes dénoncent des quantités d'essence revues à la baisse et même les vendeurs au bord de la voie gagnent en crédibilité face à la défiance vis-à-vis des stations soupçonnées supposées modernes. Dans les marchés, les balances truquées, les bascules non calibrées, les pèse-poids frauduleux font l'objet de saisies massives désormais. Le journal met en lumière l'action énergique de l'Agence nationale de métrologie qui multiplie les descentes inopinées et impose désormais des amendes. Plus de 500 balances ont déjà été saisies. Les commerçants contrevenants convoqués, sanctionnés. L'ANM appose désormais une vignette verte sur les instruments conformes et une vignette rouge pour les matériels défectueux, aussitôt retirés du circuit. Face à la pression citoyenne, la Croix du Bénin salue une prise de conscience, même si le combat contre la triche reste un chantier national. Merci Marcel Arossi, ce sera tout pour la revue de presse de ce jour. Bien sûr. Je vous raccompagne en musique. Merci. Avec Dossi dans cette superbe chanson. Sous nous, c'est un hommage aux hommes. Hommage à vous Marcel Arossi et à tous les hommes de ce matin. Timothée Ronton, c'est le réalisateur de ce matin. Arnaud Tosset, il est à la prise de son. On va également faire un gros coucou à l'autre homme de ce matin, et c'est bien entendu Terence. Me protège du danger, à la fois l'eau et le feu, je l'admire. Mon homme est free, il pressent quand ça ne va pas. Dans mon silence, il voit ce que je cache. Me rassure, me prend dans ses bras. Mon homme endure, mais ne laisse pas couler ses larmes. Pour ses enfants, il est toujours là. Il sait comment braver l'orage.
Madame, tu vas où? Tuna suwe wi borotanu wea Era wani chikwi Banono kake let's get pura Why do they no way Non te jano de ba me de hoa monose E na wa venu we Why do they no way Non te jano de ba me de hoa monose En tout cas Mon homme est free Il pressent quand ça ne va pas Dans mon silence il voit ce que je cache Me rassure me prend dans ses bras Eh oui, l'actualité culturelle, elle foisonne ce matin et on en parle avec Aziz Adam Soulé. Aziz, bonjour. Bonjour à vous de nouveau, Rachidat. Bonjour à tous les amis de Bonjour le Bénin. Et donc, ce matin, dans l'actualité culturelle de la semaine, vous nous apprenez que le gouvernement, par l'intermédiaire de l'Agence de développement des arts et de la culture, a procédé à la signature d'une convention d'objectifs sur le célèbre groupe Montreux Comédie, basé en Suisse, une initiative de l'exécutif béninois qui s'inscrit dans la droite ligne de sa politique culturelle ambitieuse qui répond à un double enjeu, n'est-ce pas? Exactement, Rachidat Biomaman, fidèles amis téléspectateurs, c'est bien exact, un double enjeu. D'abord, renforcer le rayonnement culturel du pays, puis le positionner à un art plus rayonnant. Il s'agit de l'humour comme une industrie créative porteuse d'opportunités, mesdames et messieurs, économiques pour la jeunesse africaine. Alors, Rachidat Biomaman, de quoi s'agit-il en réalité? Il faut dire que la signature de la convention qui s'est déroulée, comme vous pouvez le constater, sur des écrans en présence de William Kodjo, le directeur général de l'Agence de développement, bien entendu, justement de l'Agence de développement des arts, de la culture, en présence également de Grégoire Fureur. Il est le fondateur de Montreux Comédie. Rachida, tout ceci a été effectif sous le regard bienveillant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, j'y arrive, fervent et ardent défenseur des industries culturelles créative. Vous vous demandez sans doute, à l'image de ces nombreux téléspectateurs, quel est le but, in fine, de cette convention de signature. Exactement. Eh bien, retenez que pour l'essentiel, cette convention naîtra en décembre prochain. Un festival d'envergure internationale, oui, un événement inédit qui mettra à l'honneur les humoristes du continent tout en leur ouvrant les portes de la scène mondiale. Il s'agit, par exemple, selon le directeur général de ce festival, qui nous promet donc que ce sera un grand festival de l'humour africain international sur des scènes internationales qui donne la chance aux jeunes talents d'éclore. Merci Aziz. Et pendant ce temps, il faut dire que dans le cadre de la deuxième édition de la Biennale, Yonou Hangbe, 12 femmes remarquables issues de divers secteurs d'activité recevront lors d'une soirée spéciale un trophée de distinction chacune, n'est-ce pas? 12 femmes béninoises d'exception mises à l'honneur pour leur courage, leur leadership et leur engagement pour l'évolution de la société et l'éveil des consciences. Exactement, c'est bien cela, courage, leadership, engagement à travers leur contribution à contribuer, pour me répéter, à l'évolution de la culture, à l'éveil des consciences dans les différents secteurs d'activité, comme le précise donc Rachida Biomaman. Ce sont en tout cas les critères qui ont motivé leur choix, inspiré de la reine Tassi Hangbe, figure emblématique qui incarne le courage, la bravoure, l'engagement, le leadership. Ce trophée célèbre en tout cas les femmes inspirantes, engagées et influentes. La cérémonie de distinction se tiendra dans une ambiance à la fois festive, solennelle. Ce sera entre le 5 et le 15 juillet 2025, Rachida Biomaman. Et on a hâte d'y être parce qu'on aime quand les femmes font des choses qui sont mises en lumière. Elles sont mises en lumière. Merci. Aziz, avant donc de parler de certains rendez-vous culturels, on va aller à Parakou pour évoquer les 20 ans de carrière de Kalamoulaye. 20 ans déjà, Aziz. Exactement, 20 ans. Ce digne fils de Kwandé boucle cette année 20 années de carrière sur la
scène musicale. Cette virtuose de la musique du septentrion à la voix suave, comme la vôtre, d'ailleurs, se produira le 26 avril prochain. C'est de l'autre côté de l'esplanade de l'Institut français de Parakou. Et pour ce méga concert, Kalamoulay réserve à ses mélomanes et à ses fans une soirée tout simplement éclectique. À présent, quelques rendez-vous. On est vendredi, demain c'est samedi. C'est déjà le week-end, il y a des rendez-vous à prendre, n'est-ce pas? C'est déjà le week-end, on ne se prend pas la tête, Rachidat, bien maman, on se lâche, on se détend. On se détend, voilà. On se détend. Et pour les rendez-vous culturels au menu pour ce week-end, allons d'abord à Ndali, la cité des Bonakeri. C'est justement ce festival qui rassemble les téléspectateurs et qui justement appelle plusieurs amis de cette localité. C'est dès ce vendredi 11 avril 2025 au programme match de gala à partir de 16h et puis une soirée Konkoma, c'est à 20h. Dari Dwebou, c'est en bâton, ça veut dire le festival justement de Dari, de l'autre côté de Ndali. C'est aussi une masterclass déjà demain samedi 12 avril à 8h. La première sera animée par celui-là que moi j'appelle affectueusement le griot des temps modernes. Il s'appelle Sidou Barassounon, justement l'artiste, et il va partager quelques expériences avec ces jeunes-là. Et on parle aussi de Benefashion Week, n'est-ce pas? Le festival Benefashion Week qui aura lieu demain, 12 avril également. Ça va se passer donc du côté de l'Institut français de Cotonou. C'est un rendez-vous à prendre, Aziz. C'est un rendez-vous à prendre à l'Institut français de Cotonou, également l'espace Milton à Bomekalavi, l'espace de Zé, et puis la Villa Caro à Grand Popo. Il faut dire que plusieurs amis sont attendus de ce côté, Rachida Biomamo. Et on ne manquera pas, évidemment, de parler de Rouenouro. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Revenons donc cette fois-ci à Rouenouro pour parler de ce rendez-vous de théâtre, comme vous l'avez précisé, dénommé Rouenouro. C'est demain samedi 12 avril à 20h à l'espace Soumvi, c'est à Godomé, et puis à l'Institut français à Cotonou. Pendant ce moment, le groupe Harmonis Gangbé, non pas Gangbé, pas le Gangbé Brass Band, Harmonis Brass Band, j'y arrive à ne pas confondre avec Gangbé Brass Band, vous donne rendez-vous à partir de 19h pour un concert live. Et quelles sont les dernières sorties musicales qui retiennent les attentions en ce moment dans le showbiz? Aziz Alagbé, il y a pas mal de sorties, n'est-ce pas? Exactement, il y a pas mal de sorties, Rachida Biomaman. Et pour démarrer, on commence par justement ce comeback du fils du pays, Hervé Nicanor, qui signe son grand retour avec son single intitulé Bizarre, le chanteur béninois. Quelle chanson, Aziz? Une chanson qui nous interpelle en tant qu'humain, justement, face à la gratitude de l'humain. À l'ingratitude, on va dire, de l'humain. Justement, bon, moi, je n'ai pas envie de parler de l'ingratitude parce que, bon, cela est relatif, mais le fait, c'est que, généralement, quand l'on fait du bien à son prochain, je fais partie de ceux-là qui pensent qu'il ne faut pas attendre forcément une récompense. La récompense vient de Dieu, mais la gratitude, c'est une vertu, vous l'avez dit. Et justement, ça a déjà drainé plus de 50 000 challenges sur TikTok. Avec la complicité de la régie, on va peut-être faire rapidement un bout et revenir. De Nicanor. Superbe chanson, très émouvant, une histoire assez émouvante, on va dire. Mon ami, les hommes sont bizarres. Quoi que tu leur fasses, c'est zéro. Tout est bien fait, tombe à l'eau, et tous tes défauts deviennent ton fardeau. Sont mis sur lumière. Exactement. Tous ces défauts-là pour dire quoi, l'homme reste ce qu'il est, mais cela ne nous empêche pas en tout cas de continuer par faire du bien. Alors, de quelle autre sortie musicale on va parler, Aziz? Autre sortie musicale très rapidement, s'il y a une actualité et une chanson de l'autre côté du pays de Roland Gbagbo qui fait polémique en ce moment, c'est justement cette chanson-là dont le titre est Léo Sama, de l'artiste de la chanson gospel, KS Bloom. Depuis sa sortie, KS Bloom se retrouve dans une polémique. Il est accusé d'avoir en tout cas de manière très maladroite, selon certains internautes, donc souiller la mémoire de Arafat DJ. Il a pu s'expliquer en tout cas
Mais avant de revenir, on va s'écouter un bout. Et on revient. Voilà, Léo Sama de KS Bloom. Il faut dire que les images sont générées par l'intelligence artificielle. Exactement. Ce n'est pas le vrai Arafat Didier. Justement. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la polémique. C'est ça, c'est sa voilà. représentation. Ouais, c'est sa représentation. Et il faut préciser très rapidement pour Philly qu'il a voulu clarifier en précisant que, je cite, ce que je dis dans Léo Sama, c'est peu importe ta notoriété, ton succès, justement, sans Dieu, tu n'es rien fait de citation, comme quoi l'humilité précède la gloire, quelles que soient en tout cas les bontés que Dieu puisse nous offrir. Merci pour cette belle leçon de fin. Aziz, merci pour l'actu culturelle de ce jour. Aziz, tu connais Osiris? Ce groupe, je le connais pour avoir fait Parakou. C'est un groupe que j'ai vu en tout cas évoluer et je sais qu'ils font pas mal en tout cas de bon boulot, comme le dirait l'autre. D'accord, très bien. Allez, on reçoit à présent Osiris pour boucler la boucle, chers amis téléspectateurs. Il est authentique, il faut le dire, il est authentique et il est capable d'explorer plusieurs univers. Il est capable d'explorer également plusieurs thèmes à travers son rap cru, son rap à la fois cru et dur, j'ai envie de dire. C'est un artiste, chanteur, rappeur, auteur-compositeur, il est même interprète. Son style est unique et comme vous l'avez si bien dit, Aziz Adam Souley, il enflamme les scènes de Parakou. Bonjour Osiris. Bonjour madame. Comment ça va? Super, ça va. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, 13 titres solo et un EP et la dernière sortie c'est Échantillon. Oui. Échantillon parle de quoi Osiris? Déjà, Échantillon, c'est un mélange de morceaux déjà. D'accord. La première partie qui parle d'un jeune ambitieux qui est carrément focus sur ses objectifs et qui n'a vraiment pas le temps pour des histoires de cœur. D'accord. Et la deuxième partie, c'est pour un peu, être un peu égaux, parler de moi, de ma notoriété, parler un peu de mes ambitions, de m'imposer dans le domaine. Est-ce que le jeune dont il s'agit dans la chanson, est-ce que c'est Osiris? Est-ce que tu parles de toi-même? C'est du vécu? C'est du vécu, voilà. Pas forcément. Pas forcément. Mais ça peut être du vécu de pas mal de Aziz, personnes. façon, il hésite là. Il esquive la question en réalité. Il esquive la question. Allez, on regarde, c'est la toute dernière, la toute nouvelle sortie de Osiris, Échantillon. Échantillon de Osiris. Alors, Osiris, c'est un choix artistique que d'avoir préféré une couleur très foncée, assez sombre. C'est un choix artistique. Oui. Qu'est-ce que ça évoque? Déjà, pour la première partie, vu que je parle du fait que je ne veux pas avoir le temps pour les histoires de sentiments, donc voilà, c'est un peu l'état, c'est un peu ce que j'avais envie de véhiculer, donc d'où le côté sombre. Et le deuxième côté, justement, en réalité, j'adore tout ce qui est sombre. Ah oui? Voilà. D'accord. C'est pour véhiculer le message, que je voulais faire passer que j'ai fait ce choix artistique carrément. Très bien. Alors Osiris, la musique et vous, c'est une histoire d'amour. Hein. Ouais. Ça date de votre enfance. Parlez-nous-en un peu. Ouais, bon, pour faire court, la musique et moi, c'est depuis le collège. D'accord. Mais il faut retenir que c'était pas vraiment un truc que je prenais au sérieux de base. J'ai vraiment pris la musique au sérieux à partir de 2020. Donc, j'évoluais déjà dans un groupe à qui je fais un grand clin d'œil. Justement, Aziz a parlé du groupe. C'était mon groupe Génération 9-5. Après, j'ai décidé d'évoluer sur lui. Voilà. D'accord. Depuis, je fais mon petit chemin. Et depuis, ça n'arrête plus. Vous enchaînez les sons. Aujourd'hui, je l'ai dit, 13 titres solo. En dehors du fait que Osiris n'a pas le temps pour les questions liées à l'amour, quels sont les thèmes qu'il aborde dans sa chanson? Ouais, quels sont les autres thèmes que Osiris aborde dans sa chanson? Tout ce qui concerne la vie, l'actualité, les difficultés de la vie. Voilà, donc en général, tout ce qui touche à la société, c'est mon peu mon dada. D'accord. Et vous avez aussi enchaîné pas mal de collaborations, n'est-ce pas? Oui, voilà. Avec les grands noms de la musique ici, il y a notamment ce feat avec Boboa. Ouais. Oui, ensuite... bon, il y a pas mal de collaborations qui sont en cours, que je ne peux pas dévoiler maintenant. D'accord. Donc voilà, je garde la surprise pour le moment venu.
Bon, ce qui ne sera pas une surprise, c'est Osiris feat. Bobo, hein, que nous allons découvrir à l'instant même. La rue 2.0, c'est un feat avec Bobo. Hein. Ça parle de quoi? De la vie dans la rue ou ça parle de quoi? Ça parle de toutes les personnes qui essaient d'être un obstacle. Voilà, on les tabasse, on les dégage. Mais je sens que Osiris est vénère. Hein. Osiris, il y a cet autre titre sanglant. Un message puissant que vous adressez à la concurrence. Clairement. Vous êtes souvent très dur, très hard dans vos chansons. Oui, après ça véhicule un peu mon ambition quand même et mon désir de me faire une place dans le milieu. Donc voilà. Vous n'êtes pas là pour vous amuser. Clairement, clairement. D'accord. Alors Osiris, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos fans ce matin? Déjà, je tenais juste à leur dire merci pour le soutien. Oui. Ça fait vraiment plaisir de voir tous les retours que je reçois. S'ils peuvent continuer comme ça, ça va. Et voilà, qu'ils streament beaucoup nos sons. Ce n'est pas forcément ceux de l'extérieur dont Imra et Kidibé vont tout le temps parler, qui se concentrent un peu sur nous. Il y a aussi des rappeurs ici, hein, il y a pas mal de rappeurs. À l'image de Osiris. Et aussi, surtout, dire aussi à la population béninoise qu'il y a de gros talents au nord. Il ne faudrait pas qu'ils oublient, parce que tout ne se concentre pas au sud. À Cotonou, exactement. Donc, vous êtes là ce matin. Voilà, on fait la part belle à tout le monde ici, toujours, ce matin. Toujours. Donc, je tenais vraiment à dire merci et aussi dire merci au plateau de m'avoir invité. Et puis voilà, merci. Très bien. Quel est l'artiste préféré de Osiris sur la scène nationale? En vrai, ça va surprendre les gens, mais mon artiste préféré c'est Sagouran Danialo. Mais pourquoi ils disent tout ça? Franchement, Papa Sagouran Danialo... Parce qu'il a une bibliothèque. Non, mais franchement, quoi. Il a une source intarissable. Et tous les jeunes qu'on reçoit ici, pratiquement qu'ils fassent du rap ou un autre style musical, ils disent tous Sagouran Danialo. Je n'ai que du Sagouran Danialo, moi j'écoute à la maison, par exemple. C'est un monument. Et on baobab ce moment, ce monsieur. Et vous faites bien, en tout cas, de l'avoir comme mentor, comme artiste préféré. Et dans la jeune génération, dans le mouvement du rap, ils sont très nombreux. Le top 2 de Osiris. Top 2. Oui. Je fais des jaloux. Non, allez-y. Mes grands frères vont se passer contre moi. Osons le faire. Le top 2, oui. Je dirais Blaze. Le grand Blaze, oui. Et je dirais Nasty Nesta. D'accord, ça marche. Ouais. Merci d'être passé, Osiris. C'est un plaisir pour nous. On peut vous retrouver sur toutes les plateformes déjà. Effectivement. Également, page Facebook, c'est Osiris, tout simplement. Sur Instagram, Instagram aussi, oui. Et Snapchat, Osiris95. D'accord. Voilà, c'est ça. Et on va donner le maximum de force à l'artiste, on le soutient. Merci Osiris, merci d'être passé. Aziz, on se retrouve vendredi prochain, n'est-ce pas, pour d'autres actualités culturelles. Merci Terence Bata pour le mot de fin. Merci également à Timothée Ronton qui est à la réalisation. Merci à Claire Dacruz, merci à Arnaud Torset, merci à toute l'équipe et merci à vous d'avoir été devant Béné TV. Excellent début de week-end à vous.